Bonjour, c'est Dr Marina Wassa Brajmaïl de l'Université libanaise. Dans ce chapitre, nous allons discuter la modélisation des transformateurs. Nous commençons par décrire des applications principales du transformateur. Il y a des applications en électronique comme l'alimentation à basse tension, adaptation d'impédance. Il y a l'application en électrotechnique, donc dans notre domaine. C'est la transformation des niveaux de tension, ça veut dire en élévation et en abaissant la tension pour la transportation et la distribution d'énergie, ainsi que l'alimentation à basse tension comme dans le cas des lampes halogènes où nous allons réduire le 220 volts vers des valeurs plus basses. Une autre application des transformateurs, c'est dans les mesures, dans les transformateurs de courant et transformateurs de potentiel, les TI et TP, qui permettent de réduire les valeurs du courant et de tension à des valeurs que le multimètre peut mesurer. Nous commençons par le transformateur monophasé idéal. Lorsqu'on parle d'un transformateur idéal, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de fuite. Et donc, notre transformateur va avoir deux enroulements électriques parfaitement couplés, donc pas de fuite, et bien sûr sur un noyau magnétique. Sans fuite, sans réductance, sans hystérésis courant de Foucault, même sans saturation, et bien sûr sans perte Joule. Ça, c'est le circuit de notre transformateur. Nous avons une tension primaire et une charge. Nous avons un courant qui rentre et un courant qui sort. Nous commençons par appliquant la loi des tensions. Et donc, V égale 1 défi sur dt, V1 et V2 égale 1 2 défi sur dt. C'est le même flux. Et donc, nous allons avoir V2 sur V1 égale 1 2 sur 1 1. Et ça, c'est la propriété des transformateurs que vous connaissez. Là aussi, nous pouvons déduire le rapport des transformations du transformateur. Et ça, c'est M égale V2 divisé par V1. Pour le courant, nous allons écrire la loi d'Hopkinson. Ça, c'est N1 I1 moins N2 I2 égale R phi. Or, la réductance égale à 0. Et donc, N1 I1 moins N2 I2 égale à 0. Ce qui donne I2 sur I1 égale N1 sur N2 égale l'inverse du rapport de transformation. Et ça aussi, vous le connaissez. En puissance, nous allons traiter la puissance complexe. Donc, V1, I1 conjugué complexe. V1, c'est V2 divisé par M. Et I1, c'est M multiplié par I2. M est une constante, donc on peut l'éliminer. On retrouve V2, I2 conjugué complexe. Et donc, S1 égale S2, ce qui est normal dans un transformateur qui n'a pas de perte. Passage d'impédance autour d'un transformateur idéal. Donc, si j'ai une impédance dans le secondaire du transformateur, je veux trouver l'équivalent sur le côté primaire. Nous allons retrouver l'équivalence en commençant par écrire l'expression des tensions sur cette impédance Z qui se retrouve au secondaire du transformateur. Et donc, j'ai MV1 sur ce côté-là, puis j'ai une impédance, puis j'ai une autre tension ici, V2 après la chute de tension, où l'expression de V2 égale MV1 moins ZI2. Si je remplace I2 par sa valeur, I1 divisé par M, je vais avoir V2 égale MV1 moins Z sur M I1. Si je prends M et je mets les autres termes entre parenthèses, donc je prends M en commun, je vais avoir V1 moins Z sur M au carré I1. Et si je veux dessiner ce circuit, V2 c'est M, ça veut dire le transformateur, parce que c'est le rapport du transformateur. Et ce qui est entre les parenthèses, c'est au primaire du transformateur. Et donc ça c'est V1, une première tension, moins une impédance qui fait la chute de tension, multipliée par le courant. Et donc Z sur M2 sera cette impédance équivalente, et ce circuit-là sera équivalent à ce circuit premier. Et donc pour transformer ou retrouver l'équivalent d'une impédance entre le primaire et le secondaire d'un transformateur, il faut multiplier soit diviser par le carré du rapport de transformation. En passant d'une impédance qui est à droite, donc au secondaire, vers le primaire, on divise par le carré du rapport de transformation. Et en passant d'une impédance qui est sur le primaire vers le côté secondaire,
nous allons multiplier cette impédance par le carré de M. La modélisation du transformateur monophasé. Et donc, notre but, c'est de modéliser les pertes. C'est pas seulement de retrouver les valeurs du transformateur idéal. Et donc, pour modéliser les pertes, nous allons prendre ce modèle-là. Il y a plusieurs modèles possibles, mais nous allons prendre le modèle où nous allons retrouver notre transformateur idéal. Nous allons ajouter les imperfections de part et d'autre du transformateur. En particulier, ces imperfections sont la résistance des enroulements primaires et secondaires, les fuites partielles, les impédances de fuites partielles primaires et secondaires, ainsi que RF qui va interpréter les pertes hystérésis et les pertes Foucault, et LM, c'est une inductance magnétisante ramenée ici au primaire et qui interprète en fait le courant minimal dont le transformateur a besoin pour faire circuler le courant. Parce que si on revient ici sur cette loi d'Hopkinson, si vous retrouvez ça, et vous retrouvez que R phi égale à 0, si la réluctance est nulle, donc le flux qui va passer dans le circuit est égal à infini. Et donc, c'est pas logique, c'est très loin de la réalité. Donc, pour commencer, il faut avoir un minimum de réluctance et donc un minimum de perte pour que ce flux qui va passer dans le circuit soit non infini, soit réel. Et donc, ça, c'est la seule interprétation logique de cette inductance de magnétisation. Il y a le minimum courant de magnétisation qui sera absorbé par le circuit pour faire circuler le flux. Et même si je néglige toutes les autres pertes, il faut la garder. Ce schéma, c'est le schéma réduit que nous allons travailler dessus. Et ça, c'est le schéma qui est équivalent au schéma qu'on vient de voir. La seule différence, c'est que nous avons enlevé la résistance et l'impédance ici des pertes en primaire linéaire et nous l'avons rajouté aux valeurs ici au secondaire. Si je reviens à ce schéma-là, la seule approximation que j'ai prise, c'est d'enlever L1 et R1 du côté gauche du courant magnétisant et les mettre au côté droit. Cette approximation est acceptable parce que l'erreur commise est infinitésimale du second ordre. C'est parce que L1 et R1 ont des valeurs faibles, sinon toute la tension ici donnée au transformateur sera perdue à l'intérieur du transformateur et n'est pas transmise de l'autre côté, ce qui est impossible. Et donc ça, c'est une perte dont la valeur est très faible, la chute de tension, ainsi que ici le courant qui est absorbé. Le courant magnétisant est un courant qui lui aussi est très faible parce que sinon tout le courant qui rentre dans le transformateur passe en perte. Et donc j'ai l'approximation, c'est la chute de tension de L1 et R1 multiplié par ce courant I1. Et donc il est faible du second ordre. Et donc ça, négliger ça est très acceptable parce que nous sommes déjà en train de traiter des valeurs qui sont faibles. Et donc, une fois que nous avons transporté ces valeurs vers ici, c'est le fait de multiplier par m au carré, comme je viens d'expliquer, et nous allons les ramener vers le secondaire. Et donc, les valeurs RS et LS ont les valeurs suivantes, c'est R2 plus m au carré R1 et L2 plus m au carré L1. Ce qui nous permet de retrouver ces valeurs-là expérimentalement. Donc, nous allons faire deux essais, un essai à vide et un autre en court-circuit, pour retrouver ces éléments. Le premier essai à vide, il va permettre de déterminer les valeurs de la branche qui est au primaire, soit la branche magnétisante. La condition ici, c'est que la tension primaire doit être la tension nominale. Donc, si je reprends le schéma et je mets
U2 à vide et donc I2 égale à 0. La branche secondaire ne va pas créer une chute de tension et donc elle va sortir des équations parce qu'elle ne va rien faire. Et puis j'ai ici le circuit qui va se réduire en ce schéma-là. Et nous avons les équations ici. Donc RF, la résistance, est V au carré divisé par la puissance réelle absorbée, P. Et Lm, c'est pareil, c'est Lm oméga, c'est V au carré divisé par Q. Or Q égale racine carrée de S au carré moins P au carré. Pourquoi? Parce que les valeurs que nous allons pouvoir mesurer, je reviens au schéma ici, sont le courant, la tension, et en rajoutant un wattmètre, c'est la puissance P. Et donc, nous pouvons mesurer la puissance P, nous allons l'utiliser directement. Avec la mesure du courant et de la tension, nous pouvons mesurer la puissance apparente S. Et donc, nous pouvons déduire des calculs la puissance imaginaire Q. Et puisque nous avons la tension primaire et la tension secondaire, mais aussi nous n'avons pas de chute de tension ici, nous pouvons mesurer réellement le rapport de transformation du transformateur idéal. Et donc, nous avons aussi la mesure de M égale V2 sur V1. Mais pourquoi utiliser la tension nominale et pas n'importe quelle tension? Si vous vous rappelez, dans les circuits magnétiques, nous avons parlé de saturation. Et comme dans les circuits magnétiques, nous allons travailler sur le coude de saturation pour optimiser, pour utiliser au maximum notre circuit, là aussi dans les transformateurs, nous allons le faire. Et donc, cette approximation de circuit linéaire, parce qu'en utilisant des inductances, des réluctances, nous parlons d'un circuit qui est linéaire et ce modèle est un modèle linéaire. Pour que ce modèle soit accepté, il faut qu'il soit au plus proche des valeurs nominales sur lesquelles nous allons travailler. Comme si vous voyez une courbe et vous prenez, expérimentant la tangente sur la courbe et nous disons que cette tangente, qui est une approximation linéaire, est acceptée seulement autour du point de fonctionnement, c'est là aussi dans le transformateur qu'on va l'appliquer. Et donc, en faisant ce test, nous allons utiliser une tension qui est la tension nominale, puisque pour que les valeurs que nous allons calculer soient le plus proches au modèle non linéaire du transformateur. En particulier, nous parlons de la saturation. Dans l'essai en court-circuit, nous allons mettre le transformateur en court-circuit. Pour ne pas dépasser le courant nominal, nous allons forcément ne pas utiliser la tension nominale. Nous allons réduire la tension parce que si jamais nous mettons la tension nominale sur un transformateur en court-circuit, nous allons le brûler. Donc, bien sûr, ce n'est pas le but. Nous allons avoir un maximum de courant nominal ici. Nous ne pouvons pas dépasser le courant nominal. Et pour les mêmes raisons, parce que ici nous n'avons pas une tension nominale, nous allons avoir un courant nominal et nous allons réduire la tension pour le retrouver. Pratiquement, cette tension est aux alentours de 10% de la tension nominale. Dans ce cas-là, nous avons un court-circuit, nous avons un courant qui est nominal et nous avons une tension qui est faible. Déjà, ce courant I10 est un courant très faible. En plus, avec une tension qui est 10 fois plus faible, ce courant est énormément réduit. Puisque ce courant est énormément réduit, donc cette branche peut être négligée et nous nous retrouvons avec ce circuit-là. Et donc, nous avons ici le courant, donc R égale M au carré P court-circuit divisé par le courant de court-circuit et L égale M au carré Q court-circuit divisé par oméga multiplié par le courant en court-circuit. La loi des mailles secondaires du court-circuit s'écrit MV égale Z fois I égale racine carrée de L plus L oméga au carré. Donc ici, c'est pour retrouver la valeur au secondaire. Vous pouvez utiliser les valeurs du circuit comme vous voyez sur le circuit, et donc c'est ordinaire. Et nous pouvons aussi parler des valeurs en pourcentage ou en valeur réduite parce que c'est des chutes de tension relatives.
Là, c'est une application que nous allons retravailler dans une autre vidéo.